Bonjour à tous, donc bienvenue pour notre deuxième webinaire atelier. Donc aujourd'hui, ça va être notamment Muriel qui va vous présenter un petit peu tout ce qui va concerner la santé, la sécurité de vos salariés. Donc je me présente tout d'abord, Lisa Ntion, chargée de développement RH. Et donc, comme je vous le disais, Muriel Chamaré, ma collègue, chef de projet RH, qui va développer ce thème. Donc, petite présentation très rapide de Sologest, donc cabinet comptable présent dans la région du Grand Est depuis 1984 maintenant. Donc, on a 4 différents sites. Donc, Saint-Julien-les-Metz, qui est le siège social. On a également Pont-à-Mousson, Mont-Blanche et Yutz. L'effectif d'environ 80 collaborateurs, dont 6 experts comptables associés. Notre devise, vous la connaissez peut-être déjà, qui est donc « Grandissons ensemble ». Alors, une offre adaptée à vos besoins. Donc aujourd'hui, notre offre s'est élargie par rapport à vos besoins, les besoins de nos clients. Évidemment, l'expertise comptable qui est le cœur de notre métier. Puis, différents panels sont venus s'ajouter. Donc, le conseil gestion, création, reprise d'entreprise, commissariat aux comptes, gestion sociale avec la paye, les DSN, la digitalisation. Donc là, ça va être tout ce qui est cybersécurité, RGPD. On a également des services juridiques qui vont s'associer à cela, ou encore ressources humaines. Donc aujourd'hui, notre thématique principale, on va avoir un petit peu le recrutement, le CSE, les obligations de l'employeur, sécurité, santé comme aujourd'hui, et puis sur les autres ateliers, par exemple, encore le suivi de formation. Donc, je vais laisser la main maintenant à Muriel pour qu'elle vous détaille un petit peu ce sujet, donc de garantir la sécurité et la santé de vos salariés, tous concernés, même en cette période de crise. Bonjour à tous. Oui, alors bienvenue sur notre deuxième webinaire et cette fois-ci sur la thématique de la sécurité santé des salariés. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce webinaire? Ce que je veux vous partager, on va parler des obligations de l'employeur en matière de santé et sécurité au travail, avec un focus sur l'évaluation des risques professionnels et sur le document unique d'évaluation des risques professionnels, le DUERP. On va parler facteurs de pénibilité également. Prendre soin de la santé des salariés, c'est aussi au-delà de la sécurité strictement, c'est limiter les risques de TMS, les troubles musculo-squelettiques, et prendre des dispositions pour limiter les risques psychosociaux. Et on verra que ça prend encore plus son sens dans le contexte épidémique de cette dernière année, et puis avec les organisations qui ont été bousculées et les activités d'entreprise également. On parlera règles d'or de prévention et au-delà des obligations employeurs, en fait, quels avantages à une démarche globale de prévention. Voilà, donc un petit peu les sujets qu'on va aborder dans ce webinaire. Les obligations d'employeur en matière de sécurité santé au travail. Alors, l'employeur est tenu par la loi de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Donc ça, c'est un article du Code du travail, l'article L4121.1. Et alors, l'employeur ne doit pas seulement diminuer le risque, mais il doit l'empêcher autant que possible. Et il y a vraiment une obligation de résultat pour l'employeur. Et alors, vous allez me dire, bah oui, mais si les salariés ne respectent pas les consignes sécurité, s'il y a des choses qui ne sont pas faites dans les règles, ok, oui, le salarié est responsable de sa santé, sa sécurité au travail et aussi de celle de ses collègues, pour ne pas les mettre en danger dans son comportement et sa façon de faire, de procéder au quotidien dans son travail, mais il y a vraiment une obligation de résultat pour l'employeur, indépendamment de ça. Alors, pouvoir agir sur tout ce qui est risque santé, sécurité au travail, ça permet aussi de limiter le risque de faute inexcusable de l'employeur. Alors, il faut remonter, si on rembobine l'histoire, à 2002, il y a eu des arrêts rendus, des procédures, suite à des expositions de salariés à l'amiante, avec des carrières de salariés ayant travaillé dans des environnements
amianté, et la Cour de cassation avait vraiment fondé à cette époque-là la définition de la faute inexcusable de l'employeur rattachée à son devoir de sécurité. Donc là, en fait, s'il était prouvé que l'employeur avait ou aurait dû avoir connaissance du danger et qu'il n'a pas pris en fait les mesures de prévention nécessaires, on a une reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur. Et alors, c'est vraiment, même s'il y a plusieurs causalités sur la survenue de soit la maladie professionnelle, hein, parce qu'à la base c'était des questions de maladie professionnelle qui ont été étendues ensuite par la jurisprudence à des accidents de travail, même s'il y a plusieurs causalités qui sont à la source, à l'origine du dommage pour la santé du salarié, la faute inexcusable de l'employeur, elle est reconnue dès lors que la faute, en fait, il y a une cause nécessaire de l'accident, une partie de la cause qui est liée, qui est de la responsabilité de l'employeur. Donc ça, c'est très important de l'avoir en tête. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les conséquences en cas de faute inexcusable de l'employeur? C'est que dans ces cas-là, la rente ou le capital qui sont payés à la victime sont majorés à la charge de l'employeur et ça peut vraiment faire décoller et représenter des montants assez faramineux. Et cette mesure de majoration, elle est d'autant plus favorable que la victime elle a un taux d'incapacité élevé, un taux d'incapacité défini par la sécurité sociale. Et parallèlement, la responsabilité pénale de l'employeur peut être engagée. Donc, il ne faut pas effectivement rigoler avec cet aspect-là et vraiment se pencher sur la question de la sécurité au travail. Alors, j'ai mis un petit point de vigilance, c'est que la caisse peut rechercher aussi sur le patrimoine personnel du dirigeant pour le règlement des sommes. Alors, un incontournable pour prendre en compte et puis regarder de près tout ce qui est question de sécurité au travail, c'est l'évaluation des risques professionnels et le document unique d'évaluation des risques professionnels. Tout employeur doit légalement évaluer les risques professionnels sur chaque poste de travail. Il est consigné dans ce fameux document unique, en fait. Donc, il doit, alors c'est bien d'évaluer, de répertorier, et puis après, il faut en faire quelque chose. C'est-à-dire qu'il va regarder, dans ces cas-là, quelles sont les actions de prévention, d'information, de formation qui sont nécessaires pour sécuriser les conditions de travail de ses salariés. Alors, qui est concerné par le document unique? En fait, c'est vraiment tous les employeurs. Hein. On n'y coupe pas. Dès lors qu'il y a au moins un salarié dans l'entreprise, dans la structure, l'employeur doit avoir mis en place un document unique d'évaluation des risques. Qui va le rédiger? Alors, c'est le chef d'entreprise de l'établissement qui est responsable de cette évaluation des risques et qui va donc transcrire les résultats dans le document unique. Il peut évidemment se faire accompagner dans la méthodologie. Après, je dirais, ça dépend de la taille de l'entreprise, comment les ressources qu'elle a pour mener à bien cette évaluation des risques. Alors, si on est sur une taille d'entreprise suffisamment conséquente, ça vaut la peine de faire un groupe de travail, de toute façon d'impliquer les élus du personnel et faire participer les salariés aussi qui sont concernés, puisque eux, mieux que personne, savent aussi comment ils s'y prennent finalement, quelles sont les conditions de leur poste au quotidien. Sur les petites structures, c'est plus compliqué d'avoir toute cette, ce temps nécessaire, cette méthodologie nécessaire d'évaluation des risques. Donc, les entreprises peuvent se faire accompagner par un prestataire externe. Alors, sachez que Sologest peut vous aider dans l'élaboration de votre document unique d'évaluation des risques. Donc, on l'a déjà fait pour différents clients qui nous sollicitaient. Alors, quelle forme doit prendre le document unique? Alors, il n'y a pas de modèle type en fait, mais il faut trouver sur un support unique l'évaluation des risques et les mesures de prévention qui sont en face. Ça peut être sous forme papier, ça peut être sous forme numérique. Il faut par contre qu'il soit actualisé au moins une fois par an. Alors, je dirais actualisé. Disons qu'une fois par an, il faut au moins une fois par an se poser la question s'il est toujours à jour. Parce que, par exemple, vous avez identifié qu'il y avait une problématique de sécurité, il n'y avait pas de mesure de maîtrise pour sécuriser les choses. Vous avez mis en place, vous avez décidé d'une action. Si cette action, elle a été mise en œuvre, cette action de prévention a été mise en œuvre, l'évaluation des risques va être à revoir pour valoriser cette action que vous avez menée, par exemple.
En cas d'évolution des conditions, par exemple aussi, si vous avez investi dans une nouvelle machine, je parle en entreprise industrielle par exemple, si vous avez changé votre organisation de travail, vos procédures internes, il faut aussi se questionner pour savoir si ça a impacté et si voilà, il y a matière à mettre à jour le document unique par rapport à ça. Et aussi en situation exceptionnelle, et on est en plein dedans cette année, l'année passée avec la crise Covid, puisque forcément le risque sanitaire doit faire partie du document unique d'évaluation des risques. Le rôle des représentants du personnel. Alors si vous en avez un, si vous avez l'effectif requis et mis en place des membres du comité social économique, donc les membres du CSE doivent être associés à la démarche d'actualisation des risques professionnels et être consultés à chaque mise à jour du document unique. Donc si vous mettez en place le document unique, si ce n'est pas encore fait, vous devez consulter en fait votre CSE, ça doit apparaître dans un ordre du jour de réunion, et puis avoir leur retour d'avis sur leurs commentaires en PV, en compte rendu de réunion. Voilà. Qui a accès au document unique? Alors, le document unique doit être tenu à la disposition des salariés, du CES bien évidemment s'il existe, et du médecin du travail. Alors, ça ne veut pas dire que le document unique doit être affiché obligatoirement, mais en tout cas, qu'au moins sur votre panneau d'affichage obligatoire de l'entreprise, vous précisez où est-ce que les salariés peuvent le consulter, par exemple. Et également, il faut avoir en tête que les inspecteurs et les contrôleurs du travail y ont accès. C'est-à-dire que si vous avez une visite de l'inspection du travail, d'un contrôleur du travail, c'est évident qu'il va vous poser la question et demander à consulter votre document unique. Alors, qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas, si on n'a pas mené cette démarche d'évaluation des risques? Qu'est-ce qui se passe? En fait, il peut y avoir des sanctions financières et pénales. Alors, les sanctions en plus sont cumulables. Et celles qui sont prévues par la loi sont les suivantes, sur la diapo. S'il n'y a pas d'évaluation des risques de document unique ou s'il est obsolète, c'est-à-dire que vous l'avez peut-être fait il y a des années et il dort dans un placard sans avoir été remis à jour ni finalement avoir servi à la mise en place d'actions concrètes. Et vous pouvez avoir une amende de 1 500 € et en cas de récidive, 3 000 €. Donc ça, c'est un article du Code du travail, l'article R4741-1. Si votre document unique n'est pas à la disposition du personnel, c'est une amende de 3 750 € et il peut y avoir aussi de la prison. Donc voilà pour vous donner une idée. Et puis on l'a vu tout à l'heure, s'il se passe un accident grave d'un salarié ou une maladie professionnelle et que l'analyse des risques, vous n'avez pas fait en amont ou alors que les mesures de prévention requises n'ont pas été menées comme il fallait, la responsabilité civile et pénale du chef d'entreprise peut être engagée et on est vraiment dans le cadre de la faute inexcusable de l'employeur. Alors, petit sondage. Avez-vous formalisé votre document unique d'évaluation des risques? Donc, on vous laisse un temps pour répondre à ce sondage. Vous pouvez apparaître sur votre écran, il suffit de cliquer. Est-ce que tout le monde a répondu? Alors Muriel, je vais te donner les résultats du sondage. Ok. Bonjour à tous, je suis Christelle Juliana, donc je suis responsable marketing communication. J'aide Muriel et Lisa du coup pour lancer les sondages. Alors du coup, pour ce qui est de la question qui a été posée, donc avez-vous formalisé votre DURP? En interne, il y a 67% du coup qui ont répondu en interne, 33% qui ont répondu. Vous n'avez pas encore formalisé votre DURP. Donc voilà, je vais masquer le sondage. Merci Christelle. Alors oui, effectivement, quand on questionne, voilà, je peux questionner autour de moi ou sur des petites structures, pas particulièrement des clients solo gestes, mais on s'aperçoit que il y a encore beaucoup d'entreprises qui n'ont pas formalisé, qui n'ont pas mené cette démarche. Donc c'est vraiment important de
de le faire pour toutes les raisons évoquées. Et puis on verra aussi, il y a vraiment un gros avantage à travailler sur la prévention, sécurité, santé au travail des salariés. Alors comment ça se passe pour élaborer et mettre à jour votre document unique? En termes de méthodologie, parce qu'on ne fait pas ça, voilà, petit bonheur la chance. Il faut d'abord faire l'inventaire des unités de travail au sein de votre entreprise. Donc ça dépendra vraiment de l'entreprise, de son activité, de sa taille. Et on va regarder soit peut-être en termes de lieu de travail, de métier, de poste. C'est vraiment à regarder au cas par cas. En deuxième lieu, vous avez à identifier les risques liés à chaque unité de travail répertoriée. Alors on considère qu'un risque, en fait, c'est la probabilité qu'un danger, qu'une situation dangereuse se concrétise. Donc, il va résulter à la fois de l'existence du danger, de la situation dangereuse, et puis du fait que le travailleur va être exposé à ce danger-là. Donc, le risque, en fait, il est fonction de la fréquence d'exposition. Il ne va pas être le même si le salarié est quotidiennement, finalement, en situation dangereuse ou si ça arrive peut-être tous les mois ou tous les ans. On va regarder aussi la gravité des conséquences de la situation dangereuse, si se concrétise, comment ça va se manifester, qu'est-ce qu'il peut y avoir, quel impact sur la santé du salarié. Et on va regarder le degré de maîtrise au sein de l'entreprise. Au moment où on fait l'évaluation, il y a peut-être déjà des mesures de prévention, des équipements, une organisation qui fait qu'il y a déjà un degré de maîtrise. Et voilà, après, de voir si c'est suffisant ou pas. Donc, comment ça se passe pour observer, pour identifier les risques? On va aller sur le terrain, voir finalement les travailleurs, les salariés à leur poste, pour voir l'exposition réelle, quelles sont les tâches et repérer les situations à risque. C'est vraiment pas une démarche que l'on fait derrière son écran. On va aussi recueillir des témoignages de salariés, de managers, du dirigeant. Et on va regarder aussi, ce qui est intéressant, c'est de regarder l'historique des accidents de travail de l'entreprise, s'il y a eu aussi des dossiers de maladies professionnelles reconnus. Et aussi, on a tendance à l'oublier, moi j'insiste beaucoup là-dessus, c'est les accidents bénins. C'est ce que j'appelle le presque accident. C'est-à-dire, alors j'aime bien prendre l'exemple, hall de stockage, palettes, par exemple, gerbées les unes sur les autres. Et une fois, j'ai un collaborateur d'une entreprise qui me dit « Oh là là, bah dis donc, l'autre fois, oh là là, à 2 secondes près, le gars est passé à côté de la palette, s'est cassé la figure, un peu plus, il était écrabouillé. » Ok, bon, presque accident, il ne s'est rien passé, pas de dommages corporels, tant mieux. Mais la question, c'est de se poser, et j'ai posé cette question-là, est-ce que c'est la première fois que ça arrive? Et finalement, en grattant le sujet avec la personne, c'était que oh ben non, ça arrivait de temps en temps, et voilà, bah oui, jusqu'au jour où le salarié ça passe au mauvais moment, au mauvais endroit, et là on a un accident grave. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir ces remontées-là en interne sur ces petits incidents, entre guillemets, mais qui peuvent donner des gros accidents un jour ou l'autre, pour le prendre en compte. Alors la troisième chose à faire, une fois que l'on a identifié les situations dangereuses, c'est d'estimer donc la fréquence d'exposition et la gravité des conséquences potentielles sur la santé. Alors, il existe plusieurs méthodes, plusieurs grilles plus ou moins élaborées. Voilà celle que j'utilise. On regarde la fréquence avec un système d'échelle, le nombre de fois où la situation donnée, d'exposition à la situation au danger, le nombre de fois où c'est rencontré. Alors, est-ce que c'est rare, c'est-à-dire que le salarié va être exposé quelques heures ou quelques fois par an simplement? Est-ce que c'est une fréquence qu'on va considérer courte, parce que le salarié est exposé quelques heures ou quelques fois par mois, fréquente quelques heures, quelques fois par semaine, et longue si c'est vraiment tous les jours, on a quelques heures ou quelques fois par jour. On va regarder également la gravité. Est-ce que, en fonction de ce qui pourrait se passer, ça n'entraînerait pas d'arrêt du salarié, si c'est un accident sans jour d'arrêt, voilà, il n'y aurait pas un impact vraiment prégnant sur la personne. Est-ce que par contre on peut avoir des lésions pénibles, un impact corporel faible, alors ça peut être des plaies peu profondes, des hématomes, douleurs, en tout cas pas des arrêts longs et souvent inférieurs à 3 jours, ou des lésions graves, avec des arrêts là qui peuvent vraiment déjà dépasser et atteindre une semaine à un mois, et jusqu'à l'irréversible, c'est-à-dire l'accident qui peut entraîner des effets à long terme comme le décès, la paralysie, la cécité ou des maladies professionnelles très invalidantes.
Donc, on regarde ces deux aspects et finalement, on va se faire une grille de cotation. Parce que l'idée, c'est dans l'estimation, dans l'évaluation qu'on va faire, c'est on n'a pas sorti la boule de cristal ni pris le sens du vent, mais de faire quelque chose d'objectivé, le plus objectivé possible. Et le mieux, c'est de mesurer. Donc, c'est pour ça qu'on a une méthodologie pour chiffrer cette évaluation des risques. Troisième point, on va le voir, mais je voulais vous mettre un petit dessin sympathique sur tout ce qui est protection individuelle et collective. Là, vous voyez notre petit bonhomme qui évalue le risque avec sa loupe. Alors, soit, et c'est le mieux, on élimine le risque, c'est-à-dire qu'on écarte, le salarié ne sera plus du tout en situation d'exposition, et c'est sûr que c'est le mieux, mais ça n'est pas toujours possible. Ou alors, on va mettre en place des protections collectives qui sont aussi à privilégier par rapport aux protections individuelles, où là, on équipe le salarié, mais à la limite, c'est au bon vouloir qui respecte, qu'il utilise ces protections individuelles. Et ça n'est pas toujours le cas. Donc, effectivement, on va regarder les mesures de prévention qui existent dans l'entreprise pour voir quel est le niveau de maîtrise au moment où on fait l'évaluation des risques dans l'entreprise. De la même façon, une grille de cotation sur la maîtrise du risque. Est-ce qu'il y a une protection du personnel assurée par une protection collective efficace, vous voyez tout à l'heure le petit dessin, là, la maîtrise du risque est pérenne, impeccable. Ou alors, il y a des équipements de protection individuelle, un EPI, mais qui sont adaptés au risque, qui sont disponibles, ils sont utilisés, le personnel est formé, ou alors il y a des moyens techniques efficaces. Ou alors, on est aussi dans des situations où on a des mesures compensatoires et on a du personnel habilité. Troisième niveau de cotation, bon, on peut avoir des équipements de protection individuelle, mais là, par exemple, le personnel n'est pas formé. Ou alors, ils sont disponibles, mais ils ne sont pas utilisés systématiquement, ils ne sont pas forcément adaptés, ou alors, et ça peut être aussi une question d'entretien de ces équipements-là. Ou même que les moyens techniques sont insuffisants. Et en cotation 4, là, ce serait dans le cas où l'entreprise, par rapport à une situation dangereuse, n'a aucune mesure de protection existante au jour de l'évaluation et aucune mesure de réduction du risque. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ces trois thématiques de cotation? On va les croiser pour objectiver notre évaluation des risques globaux sur chaque situation dangereuse du salarié à son poste. Donc, on va multiplier en fait ce qu'on a trouvé comme résultat dans notre grille fréquence et grille gravité. Donc, par exemple, si j'avais 2 en fréquence et puis 3 en gravité, j'aurais donc un résultat à 6, donc je serai ici. Et puis en face, on va regarder qu'est-ce qu'on avait trouvé dans notre évaluation du niveau de maîtrise actuel par l'entreprise. Et supposer qu'on est sur du niveau 2, on est sur du 6,2, donc en croisement, on se trouve ici. Et on voit qu'on est en catégorie jaune, donc un système de couleurs un petit peu rouge, orange, jaune et vert pour se donner finalement des priorités d'action. Voir qu'est-ce qui va être critique. Alors, ce qui est critique, c'est forcément tout ce qui est en cotation rouge et même orange. Et là, ça veut dire qu'il faut faire quelque chose clairement, que les situations et les systèmes ou les mesures qui peuvent exister dans l'entreprise de prévention ne sont pas suffisantes ou inexistantes et qu'il faut faire quelque chose. Donc ça permet vraiment de regarder, de prioriser, et aussi parce que s'il y a des actions à mener, un plan d'action à mener, on ne peut pas tout faire en même temps, donc on va commencer par ce qui est le plus critique dans l'entreprise pour planifier son plan d'action. Alors en résumé, l'évaluation des risques professionnels, c'est identifier, analyser, évaluer, et puis sécuriser, c'est quand même l'objectif. Alors je prends un exemple. L'exemple, c'est une manutention. Alors vous avez des manœuvres qui déchargent manuellement un camion de sacs de 40 kg pour les placer dans le local de stockage. Donc le risque le plus évident, c'est cette manutention manuelle, et le danger, là, c'est la charge lourde. Parce que des sacs de 40 kg, c'est pas neutre en termes de poids. Donc l'analyse des risques en termes d'observation et de collecte et de chiffrage de ces indicateurs de fréquence d'exposition,
gravité et puis niveau de maîtrise, ça va porter sur différents éléments. On va regarder le poids total porté, ou la distance parcourue, la fréquence de l'opération, et puis des données qui sont moins quantifiables, parce qu'il peut y avoir aussi des contraintes posturales quand il y a la manipulation et ce port de charge qui sont peut-être inadaptés. Donc on va regarder aussi l'environnement, l'aménagement, l'organisation du stockage, voilà, différents éléments, et puis aussi s'il y a eu des formations dispensées. Alors, pour vous donner, dans le cas de cet exemple-là, l'extrait de ligne, comment dire, du fichier, alors c'est fait sur un fichier Excel, hein, ça peut être tout à fait sur un fichier Excel, en évaluation des risques professionnels. Si on regarde la ligne spécifique dans cette entreprise par rapport à la situation de manutention manuelle de nos deux manœuvres, la composante du risque, hein, c'est la manutention ponctuelle de charges de plus de 30 kg, parce que là, on a vu que c'était des charges de 40 kg. Les effets sur la santé, en fait, ça peut être lombalgie, des déchirures musculaires, des hernies discales. Et du coup, en chiffrage de la fréquence, sur ce cas d'entreprise spécifique-là, on voit que finalement, ça a été coté au niveau 2, c'est-à-dire que les salariés sont exposés quelques heures ou plusieurs fois par mois. En termes de gravité, on est en cotation 3, puisque là, effectivement, avec ce type d'impact sur la santé, on est sur des lésions qui peuvent être graves et qui peuvent nécessiter des soins médicaux de plus de 3 jours, un arrêt de plus de 3 jours. Donc, le croisement entre la cotation fréquence et gravité donne 2 fois 3 égale 6, on l'a ici, F fois G. Si on regarde parallèlement le niveau de maîtrise dans l'entreprise dans ce cadre-là, on voit que, par exemple, alors je l'ai mis en mesure de prévention existante, il y avait des mini-chariots à disposition. Et donc, c'est-à-dire que dans ces cas-là, on a des EPI disponibles, mais il s'avérait qu'à l'observation des salariés à leur poste, ce n'était pas forcément systématiquement utilisé. Et que finalement, au niveau technique, c'était assez insuffisant par rapport à la situation de travail. Donc là, on est sur une cotation de la prévention actuelle en entreprise au niveau 3. Si je croise la fréquence gravité avec ma cotation de prévention, je suis à 6 fois 3 égale 18. Et si on regarde, peut-être revenir en arrière, tac, tac, je vais vous montrer. Donc on est 6 fois 3, 18, on est en orange carrément. Donc là, ça veut dire qu'il y a forcément un plan d'action à mener dans cette situation-là. Oh, je retourne la main. Donc les mesures ne sont pas suffisantes et ce qui était proposé, c'était la mise en place d'un monte charge pour les transferts de consommables et matériels à mettre en stockage à l'étage, parce qu'en plus, effectivement, il y avait un stockage à l'étage, et une formation du personnel au gestes et postures. Voilà, pour vous donner un exemple concret d'un petit extrait de ligne d'évaluation des risques sur un risque particulier. Alors d'autres exemples, par exemple, voilà, vous pouvez très bien, alors pas forcément dans votre entreprise, mais le risque routier peut être à considérer s'il y a de l'utilisation de ces véhicules de service, s'il y a d'autres moyens de transport aussi qui sont utilisés dans le cadre de la mission professionnelle, ou même en intervention sur voie publique. On pense aux services de voirie quand il y a des travaux sur la route, etc. Il y a un risque routier. Les risques d'agression, d'agressivité aussi liés au contact avec l'extérieur. Ça peut être des agressions verbales, mécontentement du public, s'il y a de la réception client dans les commerces, dans les banques, etc. Agression physique, incivilité par géochute d'objets, les hold-up avec de la présence d'argent, ça peut concerner tous les commerces, on peut penser aussi à des banques, les bijoutiers, ou s'il y a des rondes de nuit, donc avec des risques d'agression dans ces cas-là qui sont à considérer et à évaluer. Et en tout cas, vous avez deux risques qui sont à intégrer obligatoirement dans l'évaluation des risques professionnels et à évaluer, estimer pour toute entreprise. Ce sont les risques psychosociaux. On en parlera tout à l'heure plus en détail. Donc ça peut être des cadences de production ou de services qui sont génératrices de facteurs de risque psychosociaux, des impératifs de délai, des difficultés relationnelles, internes ou externes, des difficultés liées à l'acte de management ou alors des situations aussi à forte charge émotionnelle. On parle de salariés qui travaillent dans les activités funéraires, dans le milieu de la santé ou auprès de publics en difficulté.
et les risques sanitaires qui sont obligatoirement à intégrer dans le document unique, avec tout ce qui concerne l'exposition particulière à des micro-organismes. Ça peut être des virus, mais aussi des bactéries, des champignons, des parasites. Je pense par exemple aux industries agroalimentaires et au milieu des laboratoires de la santé qui peuvent manipuler des choses finalement contaminantes. Et en termes d'hygiène des locaux aussi, tout ce qui peut être un nettoyage insuffisant ou manque de douche dans les locaux. Alors, deuxième petit sondage, votre DUERP, votre évaluation des risques, a-t-il été mis à jour pour intégrer les risques sanitaires et les mesures de prévention Covid? Donc, de la même façon, je vous laisse un petit temps pour répondre à ce sondage. Christelle est à la manœuvre. Vous avez le sondage qui est affiché à l'écran. Merci Myriam. Ok, il suffit de cliquer. Je vais fermer le sondage et partager les résultats. Donc, il y a 100% des personnes qui ont voté, qui ont répondu oui. Je masque et je te relaisse la parole. Merci Christelle. Alors, c'est très bien si tout le monde effectivement a pris en compte l'évaluation, dans son évaluation des risques, les risques sanitaires. Alors, bon, pour ceux qui verront le webinaire en replay, voici un focus sur les risques sanitaires, des exemples de mesures de prévention. Alors, en temps normal, parce qu'il y a quand même la phase standard hors épidémique, de toute façon, il y a des choses de base quand même à faire. C'est l'entretien des locaux de travail, l'interdiction de fumée vapoter dans les locaux. Et ça, vous pouvez le relayer dans un règlement intérieur. C'est toujours intéressant, même si vous n'avez pas l'effectif qui nécessite un règlement intérieur obligatoire. C'est toujours on conseille vivement aux entreprises, quel que soit leur effectif, d'avoir un règlement intérieur qui prévoit différentes dispositions, dont l'hygiène, la sécurité et les sanctions. Du savon-main et des distributeurs d'essuie-mains jetables, pas le bon vieux torchon qui reste pendant une semaine ou plus dans les sanitaires. Donc à disposition dans les sanitaires, maintenant de les privilégier et de viser sur du jetable. Voilà. Donc, par contre, en phase épidémique, là, ça peut être, de toute façon, une prestation d'entretien de locaux renforcée. Si c'est un prestataire externe, ça veut dire mettre à jour avec lui le cahier des charges de la prestation d'entretien des locaux, des consignes spécifiques de désinfection du matériel par chacun, parce que c'est vrai que, en entreprise, la photocopieuse, les poignées de porte, etc., tout le monde patrouille tout, partage le matériel. La mise à disposition de consommables avec des masques, du gel hydroalcoolique, communiquer sur les consignes est forcément en cohérence avec les instructions gouvernementales, puisque vous l'avez vu, de toute façon, au fil du temps, ces instructions étaient évolutives, les mesures recommandées et demandées étaient adaptées. Donc ça veut dire qu'il faut être en cohérence à communiquer au fil de l'eau et mettre à jour auprès des salariés ces consignes-là. Des équipements qui peuvent limiter les contaminations, on pense notamment à tout ce qui est séparation plexiglas, comme on peut le voir au niveau des caisses de supermarchés ou des postes d'accueil des entreprises par exemple. Les jauges d'occupation ou d'accueil des locaux, pour que ce soit en magasin, commerce ou même dans les salles de clients ou dans les bureaux. La mise en place du télétravail aussi, quand cela est possible, ce qui était demandé de privilégier pour éviter finalement les croisements de salariés et limiter le risque de propagation. Ça peut être aussi un sens de circulation dans les couloirs, des consignes internes d'accueil client pour déjà limiter les visites clients et je ne parle pas de commerce, mais par exemple dans des industries tertiaires, de faire des visites clients sur rendez-vous exclusivement. Les commerces, c'était un système de jauge aussi qui était demandé dans les commerces, et des consignes d'accueil des clients, c'est-à-dire le client par exemple qui vient chez Sologest, c'est qui vienne avec un masque, qui vienne avec son propre stylo s'il y a des documents à signer, ce genre de choses, et de mettre en place aussi par exemple des poubelles à masque pour pouvoir évacuer les déchets de façon protégée pour la personne qui s'en charge.
Alors, en annexe du document unique, il y a autre chose, c'est l'évaluation des facteurs de pénibilité au travail. Alors, vous allez me dire, on a déjà regardé là dans l'évaluation des risques, si on a regardé différentes choses, on a forcément évalué les conditions de poste en termes de bruit, ce genre de choses. Il y a lieu de passer en revue de façon bien distincte, en parallèle au DERP, les facteurs de risque, les facteurs de pénibilité au travail, excusez-moi. C'est une obligation d'employeur. Alors, comment ça se passe? En fait, depuis 2015, les salariés se sont vus ouvert un compte personnel de prévention de la pénibilité qui s'appelait C3P, personnel de prévention de pénibilité. Depuis la loi Macron, ce C3P a été rebaptisé en C2P, qui s'appelle le compte professionnel de prévention. Et ça concerne vraiment 6 facteurs de pénibilité. Alors, on est content parce qu'au départ, c'était 10 facteurs de pénibilité, donc c'était une grosse usine à gaz quand même à aborder. 6 facteurs de pénibilité et en cas d'exposition du salarié à certains facteurs de ces facteurs-là, sous certaines conditions, donc il y a des seuils de durée d'exposition dans l'année, etc. On va le voir dans le petit tableau dans la diapo suivante. En fait, il y a des points, le salarié a droit finalement à des points qui sont crédités sur son C2P en lien avec son compte personnel d'activité. Et à quoi ça va servir? Eh bien, ça va peut-être lui permettre, ces points-là, d'accéder finalement, d'accéder à un autre poste moins sollicitant en termes de pénibilité au travail pour sa fin de carrière, ou d'accéder aussi à un aménagement du temps de travail en réduisant sa durée de travail, n'être plus à temps complet sans qu'il ait de perte de salaire, ou même de lui permettre de partir plutôt à la retraite, en fait, de racheter finalement des trimestres. Donc, effectivement, c'est une démarche qui est en faveur des salariés à l'origine et qui vise finalement à compenser des situations. Il peut y avoir de l'usure et de la pénibilité au travail, ou d'alléger en fait ces conditions de pénibilité au travail en fin de carrière. Alors, quels sont ces 6 facteurs de pénibilité? On a les activités exercées en milieu hyperbare, donc sous pression, tout ce qui est conditions de travail en température extrême, l'exposition au bruit, le travail de nuit, le travail en équipe successive alternante. Là, quand vous avez des entreprises où il y a des équipes du matin, l'après-midi, de nuit avec une rotation. Et tout ce qui est travail répétitif. Alors, ce qu'on appelle le travail répétitif, c'est pas le travail parce qu'on fait la même tâche, qu'on fait trouver ça en milieu. Non, en fait, c'est tout ce qui est répétition d'un même geste à une cadence contrainte. Donc, on pense notamment tout ce qui peut être travail à la chaîne en entreprise, où on a des pièces qui peuvent défiler sur un tapis devant le salarié. Il a une manipulation, quelque chose à faire dessus, et il est obligé de suivre le rythme de défilement et d'arrivée des pièces. Donc imposé, voilà, ou non par le déplacement automatique d'une pièce, ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini. Donc vous imaginez bien qu'il est demandé aux entreprises de regarder quels sont les temps d'exposition à ces différents facteurs-là, et de voir si le salarié, si finalement ça dépasse les seuils qui sont définis légalement pour pouvoir avoir le bonus de points à son compte C2P. Prendre soin de la santé de ses salariés. Et c'est aussi, on le voyait tout à l'heure, je voulais vous parler des troubles musculo-squelettiques. Parce que les troubles musculo-squelettiques, alors ça c'est des données de 2017, mais ça reste vrai. Vous allez voir sur la diapo suivante qui donne des statistiques complémentaires qui sont plus proches de nous. Les troubles musculo-squelettiques sont la première cause de maladie professionnelle indemnisée, sa source au ministère du Travail, et les troubles musculo-squelettiques représentent 87% des maladies professionnelles reconnues par le régime général. Alors, rien que le régime général, donc là, ça représentait 42 349 cas en 2017. Alors, si on va sur des résultats qui sont des résultats 2019, ça s'est trouvé sur le site de l'assurance maladie risque professionnel. En termes de maladies professionnelles, pourquoi je vous fais le lien avec les maladies professionnelles? On l'a vu tout à l'heure, par rapport à l'origine des maladies professionnelles, les troubles musculo-squelettiques sont vraiment la principale pathologie
de reconnaissance de maladies professionnelles. Ça reste vrai, on était un petit peu en dessous en valeur en 2017, on voit que ça continue à augmenter. Et 88% des maladies professionnelles, voilà, sont, c'est ça, ce graphe, 80% sont liées à des troubles musculo-squelettiques. Alors, ces maladies professionnelles sont en augmentation au fil des années. Par rapport, par exemple, à 2018, il y a eu 1,7% d'augmentation en nombre de maladies professionnelles reconnues. Donc, on retrouve nos troubles musculo-squelettiques en augmentation par rapport à 2018 pour les maladies professionnelles. Et on voit aussi que les affections psychiques liées au travail sont en augmentation significative en reconnaissance de maladies professionnelles. Alors, je ne traite pas des affections liées à la silice cristalline, hein, comme vous pouvez ou peuvent avoir les mineurs, sur les sujets qui nous intéressent aujourd'hui. Alors, les parties du corps les plus touchées par les TMS, en fait, ce sont les mains, poignets, les doigts, mais on a aussi les épaules, les coudes. Et donc, les TMS, c'est vraiment des maladies qui affectent les muscles, les tendons et les nerfs, et qui génèrent des arrêts maladie très longs souvent, parce que voilà, si on se remet à solliciter trop rapidement les parties du corps qui ont été impactées, donc si le salarié reprend trop vite, il fait des souvent de rechute. Donc les conditions de travail sont la première cause de TMS, il n'y a pas que ça en fait. C'est souvent multicausalité. Les conditions de travail peuvent jouer, on a des effets aussi qui peuvent être du management, du stress, que si par exemple on stresse, on est plus tendu, on crispé, et dans les gestes quotidiens liés au travail, ça aggrave les choses en termes de sursollicitation corporelle. Alors selon la CARSAT, voilà quelques informations assurance maladie. Les conséquences pour les salariés, par exemple, vous voyez que là, la lombalgie représente la première cause d'inaptitude avant 45 ans. Imaginez avant 45 ans. Et 45% des TMS entraînent des séquelles lourdes avec des incapacités permanentes. Conséquences pour les chefs d'entreprise, forcément des arrêts de travail causés par les TMS. Donc ça veut dire arrêt de travail, il faut se réorganiser, remplacer, reformer quelqu'un à la place du salarié absent. Et pour vous donner un exemple, 2 mois d'arrêt en moyenne pour un accident de travail qui est au mal de dos. Alors, petite donnée chiffrée aussi sur le coût moyen d'un trouble musculo-squelettique à l'épaule, selon la CARSAT, c'est 17 000 €, sans compter le coût de l'arrêt maladie, qui en général est de l'ordre de 220 jours. Et je vous ai mis aussi le coût moyen d'un trouble musculo-squelettique pour le canal carpien, donc c'est au niveau de la main, et on peut avoir ça pour par exemple des enseignants, du personnel soignant, même du personnel de bureau, et puis des opérateurs en production de sociétés industrielles, pour vous donner des exemples. Le coût moyen, c'est 12 780 €, sans compter l'arrêt maladie, qui peut aller jusqu'à 150 €. Donc vraiment une vigilance et un focus à faire pour évaluer, pour vraiment identifier s'il y a lieu d'agir au niveau de l'entreprise pour limiter et supprimer ces risques liés aux troubles musculo-squelettiques. L'absentéisme aussi. Je pense que c'est intéressant de voir quelques chiffres de ce point de vue. On voit sur le taux d'absentéisme qu'il y a eu plus 8% d'absentéisme en 2018 par rapport à 2017. Et alors, une donnée que je trouve sidérante, c'est le nombre de jours d'absence en moyenne par salarié, qui est de près de 19 jours par an, par salarié, avec une augmentation, on voit par rapport à 2017, plus 1,4 jours. Les secteurs les plus touchés, ça ne vous étonnera pas, on a le secteur de la santé, le secteur des services à la personne, services au sens large. Et vous avez des disparités régionales, alors en plus bas en Île-de-France et au plus élevé en Corse. Là, je ne suis pas capable d'interpréter ces résultats particuliers. Les risques psychosociaux, on l'évoquait comme un point incontournable d'évaluation dans le document unique. Donc les risques psychosociaux, qu'est-ce qu'on entend par là? Ça peut être vraiment, on a des facteurs de risque
les facteurs de risque, quand il y a des violences externes, ça peut être des insultes, des menaces, des agressions, des incivilités. Combien de fois, j'ai une amie qui travaille en secrétariat médical, me disait, mais il y a des périodes, en fait, mais les clients, alors après, il peut y avoir des excuses et une inquiétude par rapport à leur santé, mais vraiment des incivilités par rapport au personnel dans certains métiers. Les violences internes également, en termes de harcèlement moral, sexuel ou de conflits exacerbés dans les entreprises. Et la crise Covid montre que finalement, les personnes sont souvent plus sur les nerfs et qu'il y a vraiment une montée énorme de violence au travail, que ce soit dû en interne, que ce soit lié à l'interne ou lié à l'externe. Le stress également, qui peut être généré par l'insécurité au travail, par un déséquilibre entre les contraintes et les ressources, la charge de travail, les cadences, etc. Et les conséquences pour le salarié, c'est pas neutre. C'est pas neutre, ça peut impacter et favoriser les maladies cardiovasculaires, les troubles musculo-squelettiques, comme je vous le disais tout à l'heure, tout ce qui est dépression, anxiété, l'épuisement professionnel ou le burn-out, et même, du coup, augmenter les suicides. Des situations de travail qui impactent directement la santé mentale du collaborateur, donc je vous le disais, l'intensité, le temps de travail, le manque d'autonomie aussi, si on est exécutant, aucune marge de manœuvre, pas possibilité de proposer des choses, d'améliorer, de faire des propositions sur l'organisation de son propre travail, par exemple, des rapports sociaux au travail qui peuvent être dégradés, des conflits de valeurs et l'insécurité de la situation au travail, etc. Alors, pour donner quelques chiffres clés sur les risques psychosociaux, 45% des actifs français déclarent devoir se dépêcher. 25% déclarent devoir cacher leurs émotions, faire semblant d'être de bonne humeur. Ça, on le rencontre pas mal aussi, en fait, sur tout ce qui est personnel de santé, donc faire bonne figure devant les malades et les patients. 10% disent devoir faire des choses dans leur travail qu'ils désapprouvent. 30% signalent avoir subi au moins un comportement hostile dans le cadre de son travail au cours des 12 derniers mois. Donc c'est énorme. Ici, voilà, et 25% craignent de perdre leur travail. Donc, je vous le disais, avec le contexte épidémique, explosion des agressions verbales internes entre collaborateurs, externes, commises par les clients, les fournisseurs. Ça, c'est d'après un sondage CARE en 2020. Le baromètre également Malakoff Humanis, donc je fais un baromètre annuel sur l'absentéisme. Donc sur 2020-2021 marqué par la pandémie Covid, le baromètre relève que 70% des personnes interrogées ont affirmé que l'année 2020 était la plus stressante de leur carrière. 50% des personnes interrogées affirment qu'elles sont en détresse psychologique, on a du mal à imaginer. Et des impacts vraiment qui, à court et moyen terme, vont jouer sur la productivité de l'entreprise. Forcément, s'il y a de l'absentéisme, s'il y a de la désorganisation, du désengagement, ça a un coût forcément. Et selon le baromètre absentéisme Malakoff Humanis, il ressortait que 50% des collaborateurs en détresse psychologique considèrent que leur performance au travail a diminué de moitié. 40% affirment qu'ils prennent plus facilement des mauvaises décisions quand ils sont en détresse psychologique. Et le coût annuel d'un collaborateur absent, vous vous souvenez, on est en moyenne à 19 jours d'absence en 2019, 2018, ça reste à peu près stable, c'est 4 000 €. Un tiers des entreprises sont confrontées à des arrêts de travail pour risques psychosociaux. Et pourtant, un bon point à prendre en compte, c'est qu'un collaborateur en bonne santé contribue à la bonne santé de l'entreprise qu'il emploie. Avec donc une étude qui a été faite par Oracle and Work en 2020 qui a montré que 25% des entreprises qui investissent dans la santé des collaborateurs observent une réduction de leur perte de productivité, si on en a une, donc significative. On remarque également qu'un salarié heureux est 6 fois moins absent et qu'un salarié heureux est plus créatif.
se pencher sur la sécurité, la santé au travail. Plus largement, si on regarde un petit peu les règles d'or de la prévention pour avoir une démarche globale, quelles sont ces règles d'or? Éviter le risque, tant qu'à faire, supprimer le risque ou l'exposition à celui-ci. Par exemple, au lieu de marcher sur la route, on va créer des passages piétons pour éviter que le travailleur soit exposé à un risque de collision avec un véhicule. On peut l'éviter, on les évalue de toute façon, comme on l'a vu avec l'analyse des risques professionnels, pour pouvoir prendre des mesures et des actions adéquates. Combattre le risque à la source, alors là, c'est effectivement le mieux, c'est d'intégrer la prévention la plus en amont possible. Supposez, vous changez de locaux d'entreprise, vous faites construire un nouveau bâtiment avec des nouveaux équipements. Dès la conception, de l'architecture, du choix des équipements, des machines que vous allez finalement acheter, sur l'organisation de travail, sur les procédures internes que vous mettez en place. C'est vraiment le plus en amont possible qu'il faut essayer d'agir. Adapter le travail à l'homme, c'est-à-dire que les méthodes de travail, on va regarder l'ergonomie des postes, on va regarder les méthodes de travail aussi pour vraiment adapter les choses. Ce n'est pas l'homme qui doit s'adapter au travail, mais l'inverse. Donc, par exemple, et on le voyait tout à l'heure, au lieu de faire un travail manuel de déchargement, on va utiliser un chariot élévateur. Comme ça, le salarié ne va pas se fatiguer le dos comme il le faisait auparavant. Et suivre aussi tout ce qui est évolution de la technique, pour avoir une veille et voir s'il y a des nouveaux moyens de prévention qui peuvent être utilisables et intéressants par rapport à votre activité et par rapport aux situations de travail des salariés. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou par ce qui l'est moins. Donc on va peut-être, et moi je mettais l'exemple d'utiliser pour des bâtiments une peinture qui est moins dangereuse dans sa composition que celle utilisée jusqu'alors et qui du coup va présenter moins de risques pour la santé du travailleur. Planifier également la prévention, c'est-à-dire vraiment la raisonner, par exemple d'avoir une santé sécurité prise avec des procédures, etc. Prendre des mesures de protection collective, on l'a vu tout à l'heure, on va essayer de privilégier au maximum des mesures de protection collective plutôt que des équipements de protection individuelle qui, comme je vous disais, sont souvent soit au bon vouloir d'utilisation du salarié quelque part. Et donner des instructions appropriées aux travailleurs, les informations nécessaires à l'exécution, les consignes de sécurité, pour que les tâches soient faites dans les conditions de sécurité les plus favorables possibles. Donc voilà pour la partie règles d'or de prévention. Et au-delà de l'obligation employeur, les avantages à une démarche globale de prévention, c'est du bon sens. Moi, je dirais effectivement, on a tous envie, vous en tant qu'employeur, les salariés, de faire son travail. On a tous envie de faire notre travail dans des conditions de sécurité. Ça fait partie des fondamentaux de la pyramide de Maslow avec les besoins physiologiques. On est sur le deuxième niveau, le besoin de sécurité. Et puis, de prendre soin de ses salariés, ça contribue aussi, voilà, en termes d'image employeur. Les salariés voient que vous mettez en place des choses pour sécuriser, améliorer le travail. Ça contribue à votre aussi image employeur, ça contribue aussi à votre activité en tant qu'employeur et à fidéliser les salariés, clairement. Forcément, si vous agissez, si vous êtes vraiment impliqué dans cette démarche de sécurité et de conditions de travail, vous allez limiter les absences, réduire les absences liées aux accidents de travail et aux troubles musculo-squelettiques, etc. Donc moins d'absences, moins de désorganisation, comme on le voyait tout à l'heure, et éviter aussi les répercussions financières de reconnaissance éventuelle de maladies professionnelles ou d'accidents sur d'autres comptes accidents de travail, maladies professionnelles, employeurs. Donc finalement, que des bonnes choses et que des avantages à être dans cette démarche de santé et de sécurité de votre entreprise au bénéfice de vos salariés. Donc forcément, si vous agissez dans ce sens-là, vous avez un impact sur la performance de l'entreprise, la productivité d'activité et sur votre fidélisation des salariés. Alors, ce qu'il faut retenir, l'employeur tenu légalement d'assurer la sécurité au travail de ses salariés
et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Un incontournable, donc, c'est d'avoir mené l'évaluation des risques professionnels de son activité. Il existe donc des amendes, un risque pénal en cas de DURP obsolète ou inexistant, et on a le risque de faute inexcusable de l'employeur en cas d'accident de travail grave ou même de maladie professionnelle. Le DURP est à mettre à jour périodiquement, comme on a vu. Les facteurs de pénibilité au travail sont à évaluer en annexe du DURP. Ce que je n'ai pas mentionné, c'est que quand vous faites cette évaluation-là, alors nombre d'entreprises finalement ne sont pas au final concernées par les facteurs de pénibilité. Il faut faire l'étude, après, qui montre que vous n'êtes pas concerné par tel ou tel facteur. Et ces éléments-là sont à remonter ISN une fois par an. Voilà, on doit remonter ces éléments pour justement faire créditer les comptes C2P des salariés qui seraient éventuellement concernés. Les RPS à ne pas négliger, et le bénéfice prouvé d'une démarche de prévention santé et sécurité sur la performance de l'entreprise et le bien-être au travail des salariés. Donc voilà ce que je voulais vous partager en point de vigilance aujourd'hui au cours de ce webinaire. Alors je laisse la parole à Lisa. Oui, pour l'offre de lancement. Donc, oui. Pardon, ce qu'on peut proposer comme offre de lancement aujourd'hui. Alors, j'ai un petit bug, Muriel. Est-ce que tu peux m'avancer un petit peu sur le slide? Je pense que si tu as ta souris, je ne peux pas. Voilà, parfait, merci. Attends, tu voulais celle-là? Ouais. Voilà, oui, ça c'est parfait, c'est bon, bouge plus, touche à rien. Donc notre offre de lancement donc liée à nos 4 ateliers du mois de mai, donc sur différentes thématiques RH. Donc le premier, on avait vu donc au niveau du recrutement, pérenniser les équipes. Aujourd'hui, le deuxième, donc sur la sécurité, la santé de vos salariés. Le prochain, donc mardi prochain à 13h, toujours même lieu, même rendez-vous, on va dire. Donc cette fois-ci sur le management hybride et les entretiens professionnels obligatoires et non obligatoires. Et enfin, on finira en beauté avec la formation, la gestion de développement de compétences. Donc lié à ces ateliers, à ces webinaires, un entretien téléphonique gratuit, donc avec notre service RH Solo Gest, donc Muriel ou moi-même, afin de vous auto-positionner et puis faire le point. Également, avec ce webinaire précisément, vous aurez joint le questionnaire d'auto-positionnement sur les incontournables RH, donc c'est-à-dire tout ce que vous avez pu voir aujourd'hui avec Muriel, déjà sur vos obligations, les obligations de l'employeur, par exemple de l'affichage, des choses comme ça. N'hésitez pas à le passer et à nous contacter si vous avez besoin de faire le point. Alors Muriel, également si tu pouvais avancer. Voilà. On vous remercie beaucoup de votre participation, d'avoir regardé nos webinaires et puis par la suite, pour les personnes qui viennent regarder en replay, télécharger. Donc, on va voir avec Christelle si nous avons par hasard quelques questions. Alors, du coup, j'ai vu qu'on avait quelques questions. N'hésitez pas à en partager peut-être une ou deux si vous en avez en tête. On va essayer de prendre pas beaucoup de temps. On arrive bientôt aux heures. Alors, il y en avait une, c'était le bruit fait des facteurs de pénibilité à évaluer, mais à partir de quel niveau on considère que le facteur est pénible? Alors oui, effectivement, je vous parlais tout à l'heure des facteurs de pénibilité. En ce qui concerne ces facteurs-là, il y a des seuils qui sont définis et une durée minimale d'exposition. Donc pour le bruit particulièrement, on regarde la valeur en décibels moyenne d'exposition. Et le seuil, c'est 80 décibels. Pour vous donner une idée, 80 décibels, c'est une rue bruyante. Voilà, à peu près pour vous donner une idée. Et il faut du coup avoir une valeur moyenne d'exposition qui dépasse ce seuil-là pour considérer que le bruit est un facteur de pénibilité sur le poste du salarié. On regarde également en cumulé sur l'année, à combien d'heures au total le salarié est exposé à ce niveau de seuil. Et c'est 600 heures minimum en fait.
si le salarié est exposé 600 heures minimum. Ou alors, indépendamment de la valeur moyenne, on regarde aussi s'il y a des crêtes au niveau du niveau sonore. Donc il y a une autre valeur, je crois que c'est 135. On regarde le nombre de crêtes et la fréquence à laquelle le salarié est exposé aussi. Donc effectivement, ça passe par des mesures forcément. Donc ça, vous pouvez avoir un support il y a des ergonomes de travail aussi au niveau des services de santé au travail pour pouvoir faire des mesures en entreprise pour vérifier ces points-là. D'accord. Du coup, je rebondis sur la question. Les personnes qui s'exposent elles-mêmes au bruit, par exemple en écoutant de la musique ou des choses comme ça, du coup, comment c'est mesuré ça? Oui, je rebondis sur une question qui a été posée. Alors là, ça va dépendre également à combien, on va dire, le volume est fixé dans les écouteurs. Déjà, sur le lieu de travail, il faudra s'assurer que l'employeur accepte que la personne écoute de la musique. Et donc, si c'est accepté, après, il faut, je suppose, voir fixer peut-être un maximum. Je sais qu'en général, et j'avais fait le test moi-même, en écoutant la radio, on est de 60 maximum décibels si on l'écoute plus ou moins fort, entre 40 et 60. Donc voilà, comme Muriel disait, hein, c'est 81 décibels. Oui, c'est 8 heures par jour, c'est ça, Muriel, à peu près. Oui. Et si on est sur c'est jusqu'à 135. Donc je pense pas que ce soit vraiment. Alors pour les crêtes, c'est pas 300 heures, hein, c'est un nombre de fois par an, c'est 120 fois par an. D'accord, oui. Voilà. Mais en tout cas, pour moi, les écouteurs, je suis Muriel, je ne sais pas toi ce que tu en penses, mais je pense que si c'est raisonnable, bon, il n'y aura pas de séquelles, on va dire, au niveau de l'audition de la personne, sauf si elle les met encore une fois très très fort. Mais ça se corrige assez facilement. Il suffit peut-être de mettre quelque chose dans un règlement ou une charte, peut-être pour mettre un nombre maximum de décibels. Oui, après, c'est vrai que tu disais, ça dépend si l'employeur accepte que le salarié travaille avec la musique dans les oreilles. C'est bon, effectivement, de le préciser dans ces cas-là, que ce soit de façon gérée en bon père de famille, et puis, voilà, pas se faire exploser les tympans, quoi. Tout à fait. Bon, après, sinon, c'est de la responsabilité de la personne on a tous été jeunes à écouter de la musique dans les Walkman, entre guillemets. Mais, comme vous voyez là où nous on est exposé au cri de chien, donc de la mascotte Igloo que vous avez sûrement pu entendre. Et du coup, on a une dernière question. Bon, alors, j'espère ne pas être jugée pour la prononciation. Quelle action à mettre en place pour éviter les troubles musculo-squelettiques et risques psychosociaux? J'ai réussi, hein? Oui, les troubles musculo-squelettiques et risques psychosociaux. Bon, je me permets, Muriel, hein, bien sûr, je te laisse compléter. oui, vas-y. Comme d'habitude. Oui, donc pour moi, c'est déjà sensibiliser les salariés. Donc sensibiliser, ça peut se faire très facilement, par exemple avec des affiches. Donc là, on parlait par exemple des décibels. Vous pouvez télécharger l'échelle des décibels. Donc il me semble que c'est sur l'INRS que j'avais trouvé une échelle, hein, il me semble. Enfin, bon, c'est assez simple de trouver des affiches à placarder en salle de pause, par exemple, sur les décibels, sur les violences internes, externes. Former, évidemment, ça, Muriel en a parlé un petit peu dans le DERP. De toute façon, c'est vu automatiquement sur les postes qui le requièrent, mais vous pouvez toujours voir des formations, par exemple, sur la gestion des émotions, la gestion du stress, qui vont venir pallier ou alors limiter, on va dire, les risques psychosociaux. La parole, l'échange, de toute façon, qui va toujours être bénéfique. Par exemple, vous pouvez faire des groupes d'ateliers de réflexion sur différentes choses, sur la sécurité, sur la santé. Voilà, immerger, on va dire, vos collaborateurs pour qu'eux-mêmes vous disent voilà ce qu'ils voient dans leur environnement, ce qu'ils vivent et quelles solutions ils pourraient avoir trouvé à cela. Et donc, dernière petite astuce, on va dire, se rapprocher de la santé du travail, de votre organisme qui va pouvoir avoir des campagnes, même les mener gratuitement,
des petits webinaires comme on a pu faire aujourd'hui, des affiches, des choses voilà, pour les sensibiliser et qui ne seront pas forcément payantes. Après, vous pouvez également vous faire accompagner. Voilà, après, je pense que j'ai fait le tour. Muriel, tu as peut-être d'autres Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'on raisonne soit mesures, ce qu'on appelle primaires, secondaires, tertiaires. Alors, les mesures primaires, c'est tout ce qui est prévention. Sur les risques psychosociaux, ça va être définir des procédures de gestion, si on, voilà, d'organisation. Ça va être de sensibiliser les managers à capter et oui, finalement, à la problématique et puis savoir détecter s'il y a un collaborateur qui peut être en souffrance et en mesure de prévention, mesure tertiaire, ça va être définir des procédures et s'appuyer sur des services externes pour accompagner et prendre en charge quand on détecte, on a une situation avérée de risques psychosociaux de personnes en souffrance dans l'entreprise pour une raison X ou Y. Ça vaut aussi ces mesures primaires, secondaires, tertiaires. Sur les autres risques, par exemple, je vous parlais de tout ce qui peut être mesures collectives, notamment. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple sur les mesures collectives? On doit toujours privilégier, tout faire du préventif et pas faire du curatif, simplement. Quand vous avez des machines qui peuvent présenter un risque en industrie, présenter un risque de coupure, d'écrasement de membres, etc., c'est d'avoir des systèmes de carter asservis, c'est-à-dire que si le salarié, par exemple, ça bourre et il doit intervenir, il va soulever le carter et forcément ça arrête la machine. Et ça ne va pas risquer qu'il se fasse entraîner la main et qu'on ait un gros accident. Si c'est pour le bruit également en mesure collective, on peut avoir des panneaux spécifiques dans les locaux pour la réverbération des bruits, des niveaux sonores. Voilà, ces genres de démarches qui vont être des mesures vraiment qui vont solutionner au niveau collectif. Donc ça, c'est important. Bon, on a une réponse super complète, c'est top. Du coup, j'ai pas d'autres questions de la part des participants. Donc, du coup, on vous remercie encore une fois d'avoir été là pour notre deuxième webinaire sur notre parcours RH. Donc, du coup, comme a pu vous le dire Muriel et Lisa, on a encore 2 webinaires de prévus pour les 2 prochains mardis. Donc, le mardi 18 et le mardi 25, toujours à 13 h. Et puis voilà. Donc, du coup, moi, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Et puis, pour ceux qui sont réinscrits la semaine prochaine, du coup, à la semaine prochaine. Merci à tous. Bon après-midi. Bon après-midi, à bientôt. Au revoir. Au revoir.